Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Le plateau est toujours au complet avec nos invités Aimé Emmanuel Yoka, Raphaël Goma et Jean-Marie Bitomo, notre éditorialiste. L'actualité économique à présent, la Banque centrale de la République démocratique du Congo va relever son principal taux directeur de 14 à 20%. Objectif, stabiliser le franc congolais devenu trop volatile. Des détails avec Siam Victoria Sédier. La Banque centrale de la République démocratique du Congo va de nouveau doubler son taux directeur. Cette fois, elle le fera relever de 6 points en le faisant passer de 14% à 20%. Une manœuvre censée stabiliser la monnaie et la rendre plus attractive. En janvier 2017, la Banque centrale avait déjà doublé ce taux directeur en le faisant passer de 7% à 14%. Une mesure ayant fait passer l'inflation de 11,2% au mois de décembre 2016 sous la barre de 10%. Lorsque vous regardez le passage de 7 à 14, de 14 à 20, nous sommes là en train de réaliser des bons dans le taux directeur de la Banque centrale. Mais la vérité là-dessus, c'est que nous n'aurons pas des résultats aussi bien escomptés que ce que nous aurions voulu avoir, parce que simplement, il y a une déconnexion entre notre économie et la monnaie congolaise. Toutes les politiques qui seront menées sur la monnaie congolaise n'auront pas d'effet réel sur l'économie congolaise, parce que l'économie congolaise est largement dominée par le dollar. Pour rappel, le cuivre et le colbert extraits en République démocratique du Congo représentent 80% des recettes d'exportation. Depuis la chute drastique des cours des matières premières à moins 59,2% sur les marchés mondiaux, le franc congolais a subi une forte dépréciation face au dollar. Il y a moins d'une année, un dollar américain s'échangeait à 920 francs congolais, voire moins que cela. Mais depuis juin 2016, la République démocratique du Congo a vu sa monnaie s'échanger à 1045 francs congolais avant de chuter pour atteindre de nos jours 1535 francs congolais. Tous ceux qui sont détenteurs de francs congolais, la première des choses qu'ils essaient de faire, c'est d'aller retrouver des dollars pour être en mesure d'assurer les importations. Il faut trouver une solution temporaire avant de pouvoir penser à tout à fait autre chose. Et on a deux solutions. Soit que nous renouons avec la banque, le Fonds monétaire international, et en ce moment-là, nous avons des appuis budgétaires, ou alors nous faisons un emprunt conséquent. Il est important de pouvoir se dire que lorsqu'on emprunte, on doit pouvoir être en mesure de donner les conditions de pouvoir rembourser. Au nombre des perspectives pour 2017, la Banque centrale a déclaré en juin 2017 qu'elle s'attend à une croissance économique de 3,1% cette année. Les analystes recommandent la mise en place urgente de mesures structurelles permettant de stabiliser les importations afin de réduire la fracture économique et remettre le franc congolais au centre de l'activité économique. Monsieur Goma, augmenter le taux directeur, c'est la bonne stratégie pour stabiliser le franc congolais? Bon, je dirais que c'est une mesure palliatif. C'est comme si quelqu'un qui a une plaie, la plaie atteint l'os, et puis bon, on essaie de soigner la peau, mais en fait, c'est un vain palliatif. Pourquoi? Bon, évidemment, effectivement, ça fait chuter le prix des produits de l'exportation, mais de l'autre côté, puisque, et je crois que Jean-Marie l'a dit, que nos États importent beaucoup en matière alimentaire, et donc, quand ils dévaluent comme ça, donc les prix de l'importation augmentent et de conséquent, il y a, disons, un effet collatéral sur, disons, l'inflation au niveau des produits, au niveau des populations. Je pense que, bon, ça va résoudre le problème pendant un petit temps pour essayer d'équilibrer la balance, mais après, ils vont se retrouver dans la même situation. Je crois que la monnaie doit être soutenue par une économie fiable et durable. D'ailleurs, c'est-à-dire la situation que nous connaissons en RDC aujourd'hui est une situation qu'on connaît dans tous les pays africains, qui est liée à quoi? Qui est liée, Graziella, à l'instabilité politique plus l'instabilité économique. Maintenant, le fait que la RDC ait voulu, si vous voulez, connecter sa monnaie au dollar, ça a des effets dévastateurs. Tout simplement pourquoi? Parce que déjà au niveau international, le dollar n'est pas une monnaie à parité fixe en tant que telle. Sur les marchés internationaux, c'est la principale monnaie d'échange, si vous voulez, concernant le commerce international. Quand vous avez une économie qui est complètement déstabilisée, un pays qui est complètement déstabilisé sur le plan politique et sur le plan économique, allez encore plus rajouter une troisième contrainte. La troisième contrainte, c'est de pouvoir connecter sa monnaie par rapport au dollar qui fluctue pratiquement tous les jours. Donc vous rendez la tâche pratiquement impossible, tout simplement pourquoi vous attirez plus suffisamment d'investisseurs en tant que tel.
Sahel, parce qu'on n'a pas de stabilité économique. Donc, conclusion, tout ce qu'on peut faire là, c'est ce que j'appelle du saupoudrage économique. Ce sont des choses qui vont durer pendant un moment. Mais dès que la conjoncture, si vous voulez, va connaître des soubresauts au niveau international, les répercussions sont doublées sur nos économies en tant que telles. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, Jean-Marie ? De mon point de vue, il aurait fallu faire une chose, déconnecter, comment dirais-je, l'économie congolaise. Là, on peut parler en termes politiques, mais, comment dirais-je, les raisons sont ailleurs. Les raisons sont ailleurs, ça veut dire quoi, Graziella? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'instabilité politique et l'instabilité économique sont entretenues de l'extérieur. Ayons le courage de pouvoir le dire, c'est entretenu de l'extérieur. Quand vous apercevez aujourd'hui que les matières premières de la RDC sont exploitées par ses voisins africains, le Rwanda, l'Ouganda, ainsi de suite, qui exploitent, si vous voulez, ces matières premières-là au détriment de la RDC. Et tant que vous n'avez pas, comment dirais-je, une paix durable en RDC, vous ne pouvez rien régler là-dessus. On pourrait essayer d'agir. Il parlait de macroéconomie là tout à l'heure. La macroéconomie, c'est quoi? Ce sont les gens qui font la microéconomie qui croient souvent que les solutions aux problèmes sont simples. Parce qu'on prend un secteur, on se dit, ben, on prend notre secteur de A à Z, on va le filiériser et tout, on a tout fait. Alors que la macroéconomie, c'est autre chose. C'est mettre, comment dirais-je, en musique tous les secteurs d'activité que vous avez dans un État. Et je parlais tout à l'heure d'hiérarchisation des priorités. Et hiérarchiser ces priorités-là de manière en sorte que les priorités nationales et non extérieures soient mises en avant par rapport, si vous voulez, à l'activité économique. Oui, juste un élément rapide. Je crois que le choix de l'indexation sur le dollar, il n'est pas fortuit. C'est que la RDC exporte à 80% du cuivre et du cobalt, et ce sont des matières premières qui sont chiffrées en dollars. Donc, le fait... Plus des terres rares. Voilà, premier producteur sur nos téléphones portables, voilà. Mais donc, sur les ordinateurs et tout ce qui sont dessus. Pour moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose, parce que vous mettez votre destin monétaire, vous le liez au dollar, et je crois qu'en termes de perspective, le dollar, si on compare par exemple à l'euro, le dollar a des perspectives beaucoup plus alléchantes que l'euro qui, lui, a un impact sur le CFA. Donc, c'est un choix qu'il faut faire. Mais c'est ce que nous disons toujours théoriquement, sauf que... Voilà. Quand on connecte une économie, il faut que les politiques économiques soient concordantes. Quand on connecte une monnaie, c'est-à-dire d'un État à l'autre, il faut faire attention parce qu'il faut que les deux économies aient une force équivalente en face. Si nous n'avons pas une force équivalente, ça voudrait dire quoi? Au moins, il faut que les politiques économiques soient des politiques économiques concertées, chose qui ne peut pas se passer entre le Zaïre, la RDC d'aujourd'hui, ex-Zaïre, ce qui ne peut pas se passer au niveau de la RDC et des États-Unis. Parce que quand vous allez connecter cette monnaie-là, la monnaie locale, à une monnaie comme le dollar, mais vous pouvez être sûr que les fluctuations sont énormes. Oui, mais il n'y a qu'à regarder ce qui s'est passé au Zimbabwe. Je ne pense pas qu'il y ait besoin que les deux économies soient de force équivalente. Le besoin, c'est qu'elles soient corrélées, qu'elles aillent dans la même direction. Mais cette corrélation-là, vous ne pouvez la trouver que quand vous avez des secteurs industriels à peu près équivalents, qui sont liés, ce qui n'est pas le cas. C'est le cas justement, parce que le cuivre et le cobalt, vous croyez qu'il va aller... Le cuivre et le cobalt, non. Là, vous me parlez... Nous parlons là, monsieur Yoka, vous me parlez en termes de commercialisation. Je ne vous parle pas en termes de commercialisation. Je vous parle en termes de politique industrielle et de politique commerciale en tant que telle. C'est par là qu'il faut raisonner. La politique commerciale vient après. Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui que l'économie de la RDC a la même politique commerciale et la même politique industrielle que les États-Unis? Ce n'est pas possible. Donc, cette connexion-là, pour qu'elle soit efficace, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut au minimum aller dans la même direction. Mais est-ce qu'on va aller dans la même direction? Quelqu'un qui a une Ferrari et l'autre qui a une 2 chevaux, vous allez... Merci, messieurs, merci. C'est pas possible. La Côte d'Ivoire est une... très messieurs, loin, s'il vous plaît. La Côte d'Ivoire est une grande nation de sport et elle veut le rester. Le pays est à la recherche de plus de 336 millions de dollars pour boucler le financement nécessaire à la mise en œuvre de sa politique nationale des sports pour la période 2016-2020. Les détails avec Deoga Saspodo. Avec environ 197 milliards de francs CFA supplémentaires, le ministère ivoirien en charge des sports veut parvenir à une meilleure organisation et à la professionnalisation du sport en Côte d'Ivoire. Il voudrait surtout compléter les 178 milliards de francs CFA dont il dispose actuellement grâce au soutien du secteur privé. Selon le ministre Albert François Amichia, il faudra axer la stratégie de recherche de financement vers le secteur privé pour parvenir à mettre en place toutes les réformes souhaitées d'ici 2020. Les besoins du mouvement sportif sont de plus en plus nombreux alors que les ressources de l'État mises à la disposition du sport stagnent. Il apparaît donc nécessaire,
voire indispensable d'explorer d'autres voies et d'élaborer de nouvelles stratégies de financement complémentaires en vue de la mise en œuvre de la politique nationale des sports 2016-2020. En Côte d'Ivoire, la politique nationale des sports s'oriente autour de 6 axes stratégiques, notamment le renforcement du cadre réglementaire du sport, le développement de l'offre des infrastructures sportives, la promotion de la pratique du sport, la promotion de l'industrie sportive, le financement du sport ou encore le développement de l'offre de formation. Le coût global de cet ambitieux projet est estimé à 678 milliards de francs CFA. C'est déjà une très bonne initiative pour le gouvernement de pouvoir récolter ces fonds. Maintenant, la manière, la méthode ou comment est-ce que le gouvernement va procéder, on en a parlé certainement du secteur privé, mais je crois que formellement, le gouvernement trouve les voies et moyens pour acquérir ces moyens en demandant au secteur privé certainement en contrepartie de leur investissement ou de leur apport au développement donc, du sport national, de également vendre leur image et surtout d'être un partenaire privilégié pour le sport. Selon certains analystes, le sport ivoirien souffre de plusieurs manquements qu'il faudra corriger grâce au concours de tous les acteurs. Il a été relevé entre autres l'insuffisance de la contribution du secteur privé dont la part constitue moins de 10% du financement global, l'absence d'une industrie formelle du sport, la gestion douteuse des fédérations, la qualité des compétitions ou encore l'insuffisance des subventions allouées au sport. Jean-Marie, on a souvent dénoncé ici l'insuffisance de moyens et parfois même le désintérêt des gouvernements pour le sport. Et là, la Côte d'Ivoire prend une initiative qu'il faut saluer. L'initiative de la Côte d'Ivoire est à saluer, c'est-à-dire de demain, si je peux m'exprimer ainsi, Graziella, tout simplement. Pourquoi? Parce que nous oublions toujours une chose, c'est que le sport, quand nous allons tous à l'école, on nous apprend à faire du sport. Et ce sport-là est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire c'est pour le maintien de la population en bonne santé, parce que ça a un objectif, mais cet objectif est souvent négligé. Ici, là, nous nous trouvons dans l'industrialisation du sport. Il faut déjà définir un cadre. Là, on vient de nous dire dans le reportage que vous avez uniquement 10%, c'est-à-dire des entreprises privées qui investissent parce que les entreprises privées ne voient pas les retombées. Parce que l'État ne met pas en place un cadre qui permet aux entreprises de pouvoir plus participer à l'évolution du sport en Afrique. Je n'ai qu'à prendre un exemple ici. Là. Vous voyez un pays, quand vous prenez le Kenya. Le Kenya a bénéficié énormément dans le monde entier par rapport à son secteur touristique. À cause de quoi? À cause des athlètes, si vous voulez, kenyans, qui font rayonner le Kenya dans le monde entier en tant que tel. Quand vous parlez de Samuel Eto'o, quand vous parlez de Roger Mila, quand vous parlez du Usain Bolt, les gens, c'est-à-dire, ils sont capables de fixer une image quelque part. Donc ça, c'est très, très important. Il faudrait que nos États africains sachent qu'il est impératif de pouvoir promouvoir le sport parce que ce sport-là, en contrepartie, peut générer des revenus relativement importants parce que le sport s'étant industrialisé aujourd'hui, c'est un secteur économique qui pèse énormément et qui permet aussi la lisibilité et la visibilité des pays en tant que tel. Le rayonnement. Comme je le disais, le rayonnement, comme je le disais tout à l'heure, quand vous prenez le Kenya, c'est un des pays qui reçoit le plus de touristes en Afrique. Quand vous avez des Kenyans qui sillonnent le monde entier pour courir à New York, pour courir à Paris, pour aller courir à Johannesburg, ainsi de suite, quand les gens voient ça, ça crée une curiosité. Et donc ça, c'est une initiative. La Côte d'Ivoire l'a déjà expérimenté depuis très très longtemps, depuis quelques années avec le football. Il y a les Mimosas qui avaient été créés en Côte d'Ivoire, qui était un centre de formation. Et vous avez la plupart des joueurs de foot ivoiriens qui sont sortis de là. Alors, Monsieur Goma, les autorités ivoiriennes sont donc en quête de 197 milliards de francs CFA supplémentaires. Où trouver ces fonds dans ce contexte de crise actuelle? Dans ce contexte de crise actuelle, je crois qu'on peut trouver ces fonds au niveau, bien sûr, disons, des organisations internationales de sport. Bon, il y a la FIFA, il y a au niveau de l'Afrique aussi, et toutes les fédérations. Et je pense en organisant aussi, disons, des compétitions internationales, parce que je crois que Jean-Marie vient de le dire, parce que le sport aujourd'hui permet le rayonnement d'une nation. Et à travers, parce que quand vous organisez une compétition internationale, toutes les caméras sont braquées sur vous. Et c'est l'occasion pour ce pays de montrer les divers secteurs économiques qui pourront peut-être générer aussi, disons, de l'emploi. Et effectivement, donc, et pour avoir ces sous, encore faut-il que ces gouvernants, et pour ne pas dire que le gouvernement ivoirien, il faudra qu'il en fasse aussi, disons, un secteur visible, le sport. Parce que souvent dans nos États, quand on nomme quelqu'un ministre de sport, c'est comme si on l'avait rabaissé. Alors que c'est un secteur
qui apporte aujourd'hui sur le plan mondial. Donc c'est à ce niveau-là pour aller dans votre sens. Il n'y a qu'à prendre, si vous voulez, bon, j'ai vu l'organisation de l'événement que le Congo avait organisé sur les Jeux. D'accord ? Les Jeux africains, mais c'était quelque chose de génial. Vous avez, c'est-à-dire toutes les lumières qui étaient sur le Congo en tant que tel. Mais derrière, il ne faut pas rester là, je suis tout à fait d'accord avec vous, il ne faut pas rester là, il faut faire une promotion qui permette au pays de bénéficier des retombées, si vous voulez, de cette organisation-là. C'était une superbe organisation qui avait été faite par le Congo. Alors, pour revenir à la question du financement, M. Goma a évoqué les institutions internationales, mais M. Yoka, le secteur privé a peut-être un rôle aussi déterminant à jouer là-dedans. Oui, mais le secteur privé, avant même d'arriver au secteur privé, je crois que c'est d'abord le gouvernement, parce qu'après tout, il s'agit de la santé de ces populations. On parle de sport, mais effectivement, les bienfaits ne sont plus approuvés au terme de santé publique. On rappelle que le gouvernement ivoirien a dédié déjà un budget pour la promotion du sport. Et là, les autorités sont en quête d'une somme supplémentaire, une somme considérable. Et le secteur privé peut permettre de lever ces fonds, non ? Pour moi, ça me paraît 200 milliards. Donc, encore une fois, je ne connais pas la puissance financière du secteur privé ivoirien, mais pour moi, 200 milliards consacrés au sport, il faut que le gouvernement trouve un moyen de renvoyer des contreparties au secteur privé. Je veux dire, si vous levez 200 milliards, il faut un allègement d'impôts, il faut quelque chose qui leur permette... Moi, j'ai parlé tout à l'heure de quelque chose d'important, c'est-à-dire la fiscalité des entreprises. Il faudrait revoir la fiscalité des entreprises dans nos États africains, à savoir que les entreprises qui vont décider de s'investir dans le domaine du sport, que ces entreprises aient des exonérations, parce que les retombées sportives vont largement au-delà de ce que nous pouvons imaginer, comme M. Ngoma le disait tout à l'heure. Les retombées sont énormes. Donc, dans ce cadre-là, c'est à l'État de mettre en place un schéma directeur à travers lequel on va exhorter les entreprises, les encourager, les inciter à investir dans le domaine sportif en leur mettant en place une fiscalité favorable par rapport à ça. Il y a autre chose dont vous parliez là tout à l'heure, Graziella, sur laquelle je veux rebondir. Vous avez parlé des financements des institutions internationales. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que ces institutions internationales nous donnent de l'argent, mais ce sont nos gouvernements qui ne les utilisent pas parce que cet argent-là est détourné. Peut-être que, on pratique en Afrique ce que nous voyons qui se fait, si vous voulez, à l'extérieur. Tout le monde connaît le scandale de la FIFA et tout ce qui s'ensuit. Bon, il n'y a pas de problème là-dessus, mais essayons de nous dire, de mettre en avant l'intérêt national, tout simplement. Pourquoi? Parce que cet argent-là est distribué par les institutions internationales et cet argent-là ne va pas directement au sport pour servir nos populations africaines, je le répète. Merci Jean-Marie. C'est à présent la fin de cette émission. Le dossier de ce jeudi sera consacré à la Guinée équatoriale et plus concrètement aux conséquences du ralentissement économique. Monsieur Aimé-Emmanuel Yoka, merci d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération des mines solides. Monsieur Raphaël Goma, merci également d'avoir été avec nous. Merci Graziella, c'est un plaisir de partager le plateau avec vous. Merci à vous. Vous êtes enseignant, chercheur et Jean-Marie, merci pour votre participation à cette émission. Ravi Graziella d'avoir passé ce bon moment avec vous et j'ai dit bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci à vous chers téléspectateurs pour votre fidélité. Ne bougez pas, dans quelques instants le journal de la rédaction.